À l'été 1941, un tankiste allemand voyait un char soviétique devant lui et ouvrait le feu. L'obus ricochait. Encore, encore. Le char soviétique ne s'arrêtait pas. Quand l'Allemagne a lancé l'opération Barbarossa, son armée ne s'attendait pas à un tel adversaire. Le renseignement connaissait l'existence des nouveaux chars soviétiques, mais il avait sous-estimé leur blindage et leur nombre. Aucune instruction n'existait pour combattre le T-34. Dans les premières semaines de la guerre, les équipages anti-chars allemands ont découvert que leur canon standard de 37 mm ne perçait pas le blindage frontal incliné du T-34. Les obus ricochaient tout simplement. Seul le canon anti-aérien HT, pointé à l'horizontale, pouvait le percer de face de façon fiable. Le commandement n'a pas réagi immédiatement. Le 18 novembre 1941, une commission spéciale est arrivée sur le front, près de Moscou, pour étudier les chars soviétiques capturés. La conclusion était sans appel. Le T-34 surpassait tous les chars moyens allemands sur l'ensemble de ses caractéristiques. Certains généraux proposaient de lancer sa copie dans la production allemande. L'idée d'une copie directe a été abandonnée. Les organes clés, en particulier le moteur diesel en aluminium, l'industrie allemande ne pouvait pas les reproduire dans les volumes nécessaires, et sa maîtrise aurait demandé trop de temps. Une autre solution a été retenue. Les T-34 capturés étaient repeints en gris, marqués de la croix Balkenkreuz, puis envoyés au combat. Leur désignation officielle était Panzerkampfwagen 747R. Dès 1941, plusieurs divisions blindées de la Wehrmacht ont reçu des T-34 capturés. Mais l'ampleur de leur emploi a fortement augmenté en mars 1943. Après la prise de Kharkov, la division SS Das Reich a capturé une cinquantaine de T-34 en attente de réparation à l'usine de tracteurs de Kharkov. L'usine est passée sous contrôle SS. 25 véhicules ont été remis en état et regroupés dans une unité distincte, entièrement composée de chars soviétiques capturés. Près de Koursk, à l'été 1943, l'un de ces véhicules était commandé par Emil Seibold. À la fin de la guerre, il comptera 69 chars détruits à son actif. Certains d'entre eux, il les inscrira justement ici, à bord d'un T-34 capturé, en tirant sur des chars soviétiques sur le front soviétique. Après Koursk, le T-34 modèle 1941 était devenu obsolète, et les Allemands ont commencé à retirer progressivement les véhicules capturés des unités combattantes. Mais certains d'entre eux ont survécu jusqu'en 1945. Ironie du sort, quelques T-34 capturés ont participé à la défense de Berlin contre l'armée rouge qui les avait produits. Sur le front de l'Est, un soldat allemand ramassait un pistolet mitrailleur soviétique au sol et ne le reposait pas. Le commandement ne l'interdisait pas. Au contraire, il avait publié une notice d'utilisation. Le PPCH-41 a été adopté par l'armée rouge en décembre 1940. Son concepteur, Georgi Shpagin, l'a créé en quelques mois. De la tôle emboutie, un minimum de pièces, un chargeur tambour de 71 cartouches. Sa cadence de tir atteignait 900 coups par minute. Le MP-40 allemand en donnait presque 2 fois moins. Au corps à corps, dans une tranchée, en forêt, dans les ruines d'une ville, c'était un avantage décisif. La Wehrmacht a officiellement adopté le PPCH capturé sous 2 désignations. La version non modifiée, dans son calibre d'origine, a reçu l'indice MP717R, la lettre R signifiant russe. La version transformée pour la cartouche allemande de 9 mm Parabellum s'appelait MP41R. La transformation comprenait le remplacement du canon et l'installation d'un adaptateur pour le chargeur standard du MP40. Les notices allemandes d'utilisation du PPCH capturé étaient imprimées et distribuées aux unités. En octobre 1942, le commandant de la division SS Viking, le Gruppenführer Felix Steiner, s'est officiellement adressé au commandement pour proposer de lancer la production d'un équivalent allemand du PPCH, tant il appréciait cette arme soviétique. Sur certains secteurs du front de l'Est, le PPCH est devenu l'un des pistolets mitrailleurs capturés les plus répandus dans l'infanterie allemande. Des deux côtés d'une même tranchée résonnait le même son caractéristique. Pendant les années de guerre, l'Union soviétique a produit environ 6 millions de PPCH.
Une partie d'entre eux a traversé la guerre 2 fois, d'abord entre des mains soviétiques, puis entre des mains allemandes, avant de revenir une nouvelle fois à des soldats soviétiques qui ramassaient les armes sur des Allemands tués. En 1945, un soldat américain a chargé un canon allemand capturé avec un obus portant la mention « Fabriqué en Allemagne » et a ouvert le feu de l'autre côté du Rhin. Ce n'était pas un acte de vengeance, c'était une pratique courante. Le canon antiaérien allemand Flak de 88 mm était l'une des pièces d'artillerie les plus polyvalentes de la Seconde Guerre mondiale. Conçu comme pièce antiaérienne, il s'est vite révélé pointé à l'horizontale, capable de percer le blindage de presque tous les chars de l'époque à une distance de 1800 mètres. Les Alliés le redoutaient déjà avant même l'apparition du Tigre. En Afrique du Nord, en France, aux Pays-Bas, des H-Tacht abandonnés restaient en position après le repli des troupes allemandes, souvent en état de marche avec leurs munitions. Les Alliés retournaient aussitôt les pièces capturées contre leur ancien propriétaire. Dans le sud des Pays-Bas, une batterie de 3 H-Tacht capturés a maintenu un feu continu sur les positions allemandes. En 1945, sur le Rhin, des équipages américains ont utilisé des canons capturés pour bombarder la rive allemande. Un seul problème se posait. Les munitions allemandes finissaient tôt ou tard par s'épuiser. En août 1944, la Wehrmacht et la Luftwaffe comptaient 10 704 pièces des séries Flak 18, Flak 36 et Flak 37. Chaque pièce capturée changeait aussitôt de direction de tir. Les Allemands avaient créé une arme si efficace que l'ennemi préférait la capturer plutôt que la détruire. Le plus beau compliment pour ses concepteurs et la pire nouvelle pour ceux qui abandonnaient ces canons en état de marche lors d'un repli. En 1943, des soldats soviétiques partaient au combat sur des chars allemands équipés de canons soviétiques, face à des soldats allemands sur ces mêmes chars allemands équipés de canons allemands. Un seul fabricant, un seul moteur, des drapeaux différents. Après la défaite du groupement allemand à Stalingrad, en février 1943, l'armée soviétique a capturé plus de 300 Panzer III et canons d'assaut Stug 3. Au même moment, on a découvert que le Su-76 de série, un nouveau canon automoteur soviétique, tombait massivement en panne à cause d'un défaut de conception de sa transmission. La production a dû être arrêtée. La solution a été trouvée rapidement. Le moteur allemand Maybach et le train de roulement du Panzer III restaient intacts. La tourelle était démontée. À sa place, on installait une casemate soviétique fermée avec un canon de 76 mm. En mars 1943, l'engin a été mis en service. Sa désignation était Su-76I, la lettre I signifiant étrangère. À partir de mai 1943, les Su-76I sont arrivés sur le front de l'Est. Ils y ont combattu contre des Panzer III d'origine. La caisse et le moteur Maybach des deux engins provenaient de la même usine allemande, seul l'équipage différait. Les Allemands, de leur côté, ont capturé au moins un Su-76I et l'ont intégré à leurs unités près de Krivoy Rog l'hiver de la même année. Au début de 1944, les Su-76I ont été retirés du front. Le châssis allemand s'était usé, il n'existait de pièces de rechange nulle part, sauf dans les entrepôts de l'armée allemande. Cet engin, assemblé à partir des débris d'une armée, a servi une autre armée exactement, jusqu'à ce que les pièces viennent à manquer. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'a existé qu'un seul pistolet officiellement en service, à la fois chez les Alliés et chez les Allemands. Un seul et même plan a fini dans les étuis des soldats des deux côtés du front. Le Browning High Power a été conçu par l'ingénieur John Moses Browning, puis achevé après sa mort par l'ingénieur belge Dieudonné Sève à l'usine de la Fabrique nationale à Herstal, en Belgique. En mai 1940, environ 70 000 exemplaires avaient déjà été produits. L'arme a été adoptée par les armées belges, lituaniennes et plusieurs autres. Le 28 mai 1940, l'Allemagne a achevé l'occupation de la Belgique au 18e jour des combats. L'usine de la Fabrique nationale a été capturée pratiquement intacte. La direction allemande de l'armement a placé l'usine sous le contrôle du groupe Deutsche Waffen- und Munitionfabriken et en a poursuivi la production. Le pistolet a reçu la désignation allemande Pistol 640B.
la lettre B signifiant belge. Jusqu'en 1944, l'usine a livré aux forces allemandes plus de 300 000 exemplaires de différents modèles Browning. La plus grande partie allait aux troupes SS et aux parachutistes. Parallèlement, avant même l'occupation, des ingénieurs belges avaient réussi à faire sortir la documentation technique vers la Grande-Bretagne. L'entreprise canadienne John Inglis & Company a lancé la production de ce même pistolet pour les armées alliées. Résultat, un soldat britannique sur le front de l'Ouest et un membre des SS allemands sur ce même front portaient le même pistolet. Seule différence, l'un sortait des chaînes de Herstal, l'autre était assemblé au Canada d'après les mêmes plans. Cela a duré jusqu'à la libération de la Belgique en 1944. Le Browning High Power reste un cas rarissime dans l'histoire. Un pistolet de série officiellement en service dans les deux camps ennemis à la fois. Des deux côtés du front de l'Ouest fonctionnaient des mitrailleuses issues de la même origine tchèque. Le MG26T allemand n'était autre que le ZB26 d'origine lui-même. Le Bren britannique en était le descendant transformé. La mitrailleuse légère tchécoslovaque ZB26 a été créée en 1926 par l'ingénieur Václav Holek à l'usine Zbrojovka Brno. Un système à emprunt de gaz, un canon à changement rapide, une fiabilité en toutes conditions. L'arme a été exportée vers 24 pays. Au milieu des années 30, la Grande-Bretagne en a acheté la licence et en 1937, le premier Bren est sorti des chaînes d'Enfield. Le nouveau nom venait des premières lettres des villes de Brno et d'Enfield. En mars 1939, l'Allemagne a occupé la Tchécoslovaquie. L'usine Zbrojovka Brno est passée sous administration allemande et a pris le nom de Waffenwerke Brünn. La mitrailleuse ZB26 a été adoptée par la Wehrmacht sous la désignation MG26T, sa version améliorée, la ZB30 sous la désignation MG30T. La lettre T signifiait tchèque, de l'allemand tschechisch. L'usine a poursuivi sa production. 10 430 exemplaires ont été livrés aux troupes SS jusqu'en 1941. À partir de 1941, sur le front de l'Ouest, des fantassins britanniques armés du Bren et des fantassins allemands armés du MG26T tiraient avec des mitrailleuses issues de la même souche, une conception tchèque née à Brno, dispersée entre deux armées ennemies. L'usine Zbrojovka Brno a survécu à la guerre et après sa fin est repassée sous drapeau tchécoslovaque. La conception de la ZB26 a servi de base au Bren britannique, une mitrailleuse restée en service dans l'armée britannique jusqu'à la fin du XXe siècle. Au printemps 1945, l'Allemagne fabriquait un pistolet mitrailleur britannique et tirait avec lui sur des soldats britanniques. Les Allemands l'avaient surnommé le pistolet mitrailleur du peuple. Le Sten britannique a été conçu en 1941 en 36 jours. Son coût était d'environ 2 livres sterling. De la tôle emboutie, un minimum de pièces. Sa particularité principale, l'arme avait été délibérément conçue pour la cartouche allemande de 9 mm Parabellum, afin que les soldats britanniques puissent utiliser les munitions allemandes capturées. Les Allemands, de leur côté, capturaient des Sten et les employaient sous la désignation MP749E. Plus de 4 millions de Sten ont été produits durant la guerre. Vers la fin de 1944, la production allemande de pistolets mitrailleurs s'effondrait. Des usines, dont Herma à Erfurt, l'un des principaux fabricants du MP40, étaient détruites par les bombardements alliés, et les matières premières comme les machines-outils manquaient. Il fallait une arme que l'on puisse assembler n'importe où, presque à partir de rien. L'usine Mauser a trouvé la solution, copier le Sten. La seule modification apportée à la conception a été de placer le chargeur en dessous plutôt que sur le côté, pour que l'habitude des soldats avec le MP40 ne gêne pas le tir. La nouvelle arme a reçu la désignation MP3008 et le surnom officieux de Volksmaschinenpistole, le pistolet mitrailleur du peuple. La production a été décentralisée à l'extrême. La documentation a été envoyée à de petites usines, à des ateliers de réparation de vélos, à des ateliers de serrurerie dans toute l'Allemagne. Chaque entreprise assemblait l'arme comme elle le pouvait. Plusieurs milliers d'exemplaires sont arrivés dans les unités du Volkssturm et ont été utilisés dans des combats contre les Alliés, y compris contre des unités britanniques. La guerre s'est terminée en mai 1945.
Seuls quelques milliers de MP3008 avaient pu être assemblés, de façon artisanale, dans de petits ateliers, tout à la fin du Reich. Ainsi, l'Allemagne a-t-elle terminé la guerre en copiant une arme britannique pour tirer avec elle sur des Britanniques. Au-dessus de l'Allemagne, en 1943, volaient des bombardiers américains. Certains d'entre eux étaient pilotés par des Allemands. Le 20 février 1944, la Luftwaffe a officiellement créé l'escadre de bombardement secrète 200, une unité destinée aux opérations spéciales. Ces missions comprenaient l'infiltration d'agents derrière les lignes ennemies, la reconnaissance à longue distance et l'exploitation d'avions capturés. Le premier Boeing B-17F capturé a effectué un atterrissage forcé le 12 décembre 1942 en territoire occupé. Des techniciens allemands ont remis l'appareil en état. Dans les documents allemands, il figurait sous le nom de couverture de Dornier Do 200, afin de ne pas attirer l'attention en cas d'interception de communication radio. Au total, durant la guerre, les Allemands ont capturé une quarantaine de B-17, dont une dizaine ont été remises en vol. Plusieurs d'entre eux ont intégré l'escadre en service actif. Selon les documents, les B-17 capturés de l'escadre servaient à l'infiltration d'agents et au ravitaillement au-dessus de territoires occupés par l'ennemi, portant alors des marques d'identification allemandes. Une autre version existe, non confirmée par des documents mais persistante. Certains B-17, ayant conservé leurs marques américaines, se seraient glissés dans des formations de la 8e force aérienne et auraient transmis au commandement des données sur le cap, l'altitude et la composition des colonnes américaines. Aucune preuve directe n'en a été conservée. La plupart des documents de l'escadre ont été détruits à la fin de la guerre. L'un de ses commandants, durant la dernière année de guerre, était le colonel Werner Baumbach. Une partie de ses opérations reste inconnue à ce jour. Dans les premiers mois de l'opération Barbarossa, l'armée allemande a capturé plus de 1200 canons soviétiques. 6 mois plus tard, ces mêmes canons détruisaient des chars soviétiques, montés sur des canons automoteurs allemands. Le canon divisionnaire soviétique de 76 mm F-22, modèle 1936, avait été conçu comme pièce d'appui de campagne pour l'infanterie. Au début de l'opération Barbarossa, les unités soviétiques abandonnaient ces canons lors de leur repli. Les ingénieurs allemands, en étudiant les exemplaires capturés, ont découvert qu'une fois modifié, le F-22 surpassait en perforation de blindage tous les canons anti-chars allemands de l'époque. La culasse a été réalisée pour une cartouche plus puissante. Le système de recul a été modifié, les organes de pointage déplacés. Le canon a reçu la désignation 7,62 cm PAK 36R, la lettre R signifiant russe. 560 tubes ainsi transformés ont été montés sur des châssis de chars légers, donnant naissance aux chasseurs de chars Marder 2 et Marder 3. À partir du printemps 1942, les Marder équipés de canons soviétiques ont combattu sur le front de l'Est. Un canon soviétique, prélevé sur des positions soviétiques, tirait sur des chars soviétiques, depuis un châssis allemand, sous un drapeau allemand. De l'autre côté du front, des F-22 d'origine continuaient à tirer depuis des positions soviétiques. Un seul et même canon, à quelques kilomètres de distance l'un de l'autre, de part et d'autre de la ligne de front. La conception du F-22 s'est révélée si solide que, sous sa forme transformée, elle est restée le canon anti-char le plus puissant de la Wehrmacht sur le front de l'Est, jusqu'à ce que le PAK 40 allemand de 7,5 cm arrive en nombre suffisant dans les troupes. En 1943, l'armée allemande a adopté un mortier soviétique. Non pas un exemplaire capturé, mais sa propre production, fabriquée dans des usines allemandes. Une copie exacte, jusqu'au dernier boulon. Le mortier régimentaire soviétique de 120 mm PM38, modèle 1938, avait été conçu pour appuyer l'infanterie au niveau du régiment. Sa portée atteignait 5700 mètres. Le poids d'un obus était de près de 16 kg. Sa mobilité reposait sur un affût à roues. Une équipe de 6 hommes passait l'arme de la position de marche à la position de tir en quelques minutes. Rien de comparable n'existait dans l'armée allemande. Au cours de l'opération Barbarossa, les troupes allemandes ont capturé des mortiers soviétiques en grand nombre. Dans les documents allemands, il figurait sous le nom de 12 cm Granatwerfer 378R,
et étaient aussitôt utilisés contre les positions soviétiques elles-mêmes. Le commandement allemand est parvenu à cette conclusion. L'arme surpassait tellement tout ce qui existait qu'il fallait non seulement l'utiliser, mais la reproduire. En 1942, l'industrie allemande a reçu pour mission de créer une copie exacte de l'arme soviétique. Le 12 cm Granatwerfer 42 a été adopté en 1943. Jusqu'à la fin de la guerre, 8461 unités ont été produites. Le mortier allemand pouvait utiliser les obus soviétiques et inversement. Sur le front de l'Est, l'original soviétique et la copie allemande tiraient l'un contre l'autre. Les soldats allemands en première ligne ont reçu une arme que leur adversaire avait conçue, testée et mise en production plusieurs années auparavant. Les ingénieurs soviétiques avaient visé si juste que l'ennemi n'a rien changé. Il s'est contenté de reproduire leur travail à l'identique. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne ou rejoignez le Telegram. Le lien est dans la description.